30 ans. Pendant 30 ans, il a caché de l'argent. Pas des petites sommes, pas un compte d'épargne personnel qu'il gardait pour lui. Une architecture financière parallèle, construite avec soin, maintenue avec discipline, dissimulée derrière la confiance d'une femme qui n'avait aucune raison de chercher ce qu'elle ne savait pas qu'il fallait chercher. Et quand le divorce a été prononcé, il ne lui restait presque rien. Pas parce que la justice avait tout réparé d'un coup, pas parce que les tribunaux fonctionnent comme dans les films, mais parce que cette femme, à 67 ans, après avoir compris ce qui s'était passé, a fait quelque chose que son mari n'avait pas anticipé dans ses 30 ans de calcul soigneusement construits. Elle avait appris à compter aussi. Avant de continuer, cette lettre est arrivée dans notre boîte il y a 2 semaines, et je l'ai lue debout dans ma cuisine, en oubliant complètement ce que j'étais en train de faire. Elle s'appelle Jacqueline. Elle a 67 ans. Elle a été mariée pendant 32 ans, et ce qu'elle a découvert et ce qu'elle a fait ensuite mérite d'être entendu par chaque femme qui regarde cette chaîne aujourd'hui. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore là. Ce que vous allez entendre ne ressemble à rien d'autre. Comme toujours, je vais raconter son histoire à la première personne, parce que c'est la seule façon honnête de porter ce qu'elle a vécu. Voici la lettre de Jacqueline. Je ne suis pas quelqu'un qui aime se plaindre. Je veux que vous sachiez ça d'abord, parce que ce que je vais vous raconter pourrait ressembler à de la plainte, et ce n'est pas ce que c'est. C'est un témoignage. Il y a une différence. La plainte cherche de la sympathie. Le témoignage cherche à ce que quelqu'un d'autre ne refasse pas les mêmes erreurs. Je m'appelle Jacqueline. J'ai 67 ans. J'ai passé 32 ans mariée à un homme que j'appellerai Édouard, parce que c'est son prénom et parce que je n'ai plus de raison de le protéger. Édouard était expert comptable. Vous entendrez pourquoi c'est important dans un moment. Quand je repense aux premières années de notre mariage, je ne cherche pas des signes que j'aurais dû voir. C'est le piège dans lequel tombent les gens de l'extérieur. Ils pensent qu'il y avait forcément des signaux, évidents que j'ai choisi d'ignorer. Il n'y en avait pas. Ou plutôt, il y en avait. Mais ils étaient si habilement dissimulés derrière des comportements qui ressemblaient à de la compétence et à de la rigueur, que je les ai interprétés comme des qualités pendant des années. Édouard gérait les finances. Ça semblait logique. Il était expert comptable. Je travaillais comme infirmière coordinatrice dans un service de gériatrie, ce qui me prenait l'essentiel de mon énergie émotionnelle et mentale. Lui s'occupait des comptes, des impôts, des investissements. Je voyais ce qui entrait, je voyais ce que nous dépensions pour la maison et pour les enfants, et le reste, je lui faisais confiance, parce qu'il était l'expert et parce que c'est ce que font les femmes de ma génération qui aiment leur mari. Elles font confiance. Ce que je ne voyais pas, c'est qu'il y avait une couche en dessous de ce que je voyais. Pas une, plusieurs. Les premières années du mariage, je n'avais aucune raison de chercher. Nous avions 2 enfants, Sophie et Laurent, qui avaient maintenant 30 ans et 28 ans. Nous avions une maison. Nous avions une vie qui ressemblait à ce qu'elle était censée être. Édouard était présent dans le sens physique du terme. Il rentrait, il était à table, il participait à ce qu'une famille fait en surface. Ce qu'il n'était pas, et que j'ai mis longtemps à nommer clairement, c'était présent dans le sens émotionnel. Il y avait toujours une légère distance. Pas de la violence, quelque chose de plus subtil et de plus difficile à saisir. Une façon de répondre à mes questions avec des réponses qui semblaient complètes, mais qui laissaient toujours quelque chose en dehors de la lumière. Une façon de gérer les conversations sur l'argent qui me faisait me sentir soit incompétente, soit trop curieuse, jamais tout à fait légitime dans mes propres questions sur notre propre vie. C'est ça le narcissisme dans le mariage. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les films.
C'est pas un homme qui trie, qui frappe, qui disparaît. C'est quelque chose de beaucoup plus patiemment construit. C'est un homme qui vous apprend, lentement et sans que vous vous en rendiez compte, à ne pas faire confiance à votre propre perception, à questionner vos propres inquiétudes avant de les formuler, à vous excuser d'avoir remarqué quelque chose. J'ai passé des années à m'excuser de remarquer des choses. Le moment où tout a commencé à changer, c'était il y a 5 ans. Sophie traversait un divorce difficile et avait besoin d'aide financière temporaire. Pas une grande somme, quelques milliers d'euros pour tenir le temps que sa situation se stabilise. J'ai demandé à Édouard si on pouvait aider. Sa réponse n'était pas non. Sa réponse était une version compliquée et technique de pourquoi c'était difficile en ce moment, pourquoi les liquidités étaient limitées, pourquoi ce n'était pas le bon moment. Et pour la première fois en 30 ans, quelque chose dans cette réponse ne m'a pas semblé juste. Je ne suis pas financièrement naïve. J'avais travaillé pendant toute notre vie commune. J'avais contribué à nos revenus. Je savais approximativement ce que nous gagnions et ce que nous dépensions. La réponse d'Édouard sur les liquidités limitées ne correspondait pas à ce que je savais de notre situation. Je n'ai rien mis ce soir-là, mais quelque chose s'était mis en mouvement en moi qui ne s'est pas arrêté. J'ai commencé à regarder, méthodiquement, de la façon dont on regarde quand on veut comprendre plutôt que quand on veut confirmer ce qu'on craint. J'ai commencé à demander des copies de documents que je n'avais jamais demandé à voir, à poser des questions sur des lignes dans les relevés que j'avais toujours laissé passer, à noter des choses que j'aurais autrefois cutées sans y prêter attention. Édouard répondait à chaque question avec cette même aisance technique qui m'avait toujours fait sentir que je demandais quelque chose de légèrement irrationnel. Mais cette fois, je ne me laissais plus sentir irrationnel. Je continuais à poser des questions. 3 mois après la conversation sur Sophie, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 30 ans de mariage. J'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille. Pas pour divorcer. Pour comprendre. Pour savoir ce que je pouvais légalement demander à voir. Pour comprendre quels étaient mes droits dans l'accès aux informations financières de notre mariage. Cet avocat s'appelait Maître Fontaine. Elle avait 50 ans, des lunettes rouges et une façon de vous regarder qui disait qu'elle avait entendu beaucoup de choses et que rien de ce que vous alliez lui dire ne l'étonnerait. Je lui ai décrit la situation. Elle a écouté. Et puis elle a dit quelque chose qui a changé la direction de tout ce qui a suivi. Elle m'a dit, « Madame, dans 30 ans de mariage avec un expert comptable qui gère seul les finances, si quelque chose a été dissimulé, il a eu 30 ans pour le rendre difficile à trouver. Mais difficile n'est pas la même chose qu'impossible. Et vous avez le droit de tout voir. » Nous avons commencé par demander la production complète de tous les documents financiers des 10 dernières années. C'est dans les droits de chaque époux. Et Édouard ne pouvait pas le refuser légalement, même si ces délais de production ont été lents, d'une façon qui disait quelque chose. Ce que Maître Fontaine et l'expert judiciaire qu'elle a mandaté ont trouvé dans ces documents a pris plusieurs semaines à démêler. Je vais vous expliquer ce que c'était, parce que je crois que les femmes ont besoin de savoir comment ce genre de choses fonctionne concrètement. Édouard avait, au fil des années, créé une structure, plusieurs sociétés, certaines dormantes, certaines actives, dont les noms ne me disaient rien et dont les existences n'avaient jamais été mentionnées dans nos conversations. Des comptes associés à ces sociétés, des flux d'argent qui partaient de revenus communs, entraient dans ces structures et en ressortaient d'une façon qui les rendait difficiles à retracer directement. Ce n'était pas simple. C'était le travail de quelqu'un qui connaissait la mécanique de la chose parce que c'était son métier. Mais l'expert judiciaire connaissait aussi la mécanique de la chose.
et ce qu'il a reconstitué ligne par ligne, transfert par transfert, sur plusieurs semaines de travail. C'était une estimation des sommes qui avaient quitté notre patrimoine commun pendant les 30 dernières années pour alimenter des structures qui n'avaient rien à voir avec notre vie commune. Quand Maître Fontaine m'a présenté le rapport, je me suis assise en face d'elle et j'ai regardé les chiffres pendant un long moment sans parler. Le montant était considérable. Je ne vais pas vous dire le chiffre exact parce que certains détails appartiennent à la procédure et à mes enfants. Ce que je vais vous dire, c'est que quand j'ai vu ce montant, j'ai pensé à 31 ans de garde en gériatrie, aux nuits où je rentrais épuisée et où je me demandais si on avait assez pour les vacances des enfants, au moment où j'avais renoncé à des choses pour moi parce qu'Édouard disait que ce n'était pas le bon moment, à toutes les fois où j'avais accepté que les liquidités étaient limitées parce qu'il était l'expert et que je ne l'étais pas. Les liquidités n'avaient pas été limitées. Elles avaient été redirigées. Je dois m'arrêter ici parce que je veux dire quelque chose directement. Ce qu'Édouard a fait pendant 30 ans n'est pas une gestion maladroite. Ce n'est pas un manque de communication sur les finances du couple. C'est un vol organisé, méthodique et délibéré du patrimoine commun d'un mariage. Un vol rendu possible par la confiance d'une femme et par la compétence technique d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait et qui a choisi de le faire quand même. Et je veux dire quelque chose d'autre sur le mot narcissique parce que je crois qu'il est important de le nommer clairement. Ce n'est pas un mot qu'on utilise pour qualifier quelqu'un d'égoïste ou de désagréable. C'est un mot qui décrit un mode de fonctionnement spécifique. Un homme narcissique dans un mariage ne pense pas à ce qu'il prend, il pense à ce qu'il construit pour lui-même. La femme, les enfants, le mariage sont des décors dans sa propre histoire, des éléments utiles, pas des personnes égales dont les intérêts ont le même poids que les siens. Édouard ne s'est pas demandé pendant 30 ans si ce qu'il faisait était juste. Il s'est demandé si c'était détectable. Ce sont des questions différentes et la différence dit tout. La procédure de divorce a duré 22 mois. Je ne vais pas vous dire que c'était simple ou rapide ou sans coût, parce que ce serait vous mentir. C'était épuisant de la façon dont sont épuisantes les choses qui demandent une vigilance constante sur une longue période. Édouard a contesté. Il a utilisé tous les délais disponibles. Il a produit des documents incomplets. Il a changé plusieurs fois d'avocat. Mais Maître Fontaine était là chaque fois. Et l'expert judiciaire avait fait son travail correctement. Et les documents existaient. Quand le jugement a été prononcé, le tribunal a pris en compte l'évaluation du patrimoine dissimulé dans le calcul du partage. Pas entièrement. La justice ne répare jamais entièrement, mais suffisamment pour que la situation finale soit très différente de ce qu'Édouard avait planifié. Il avait planifié un divorce où je repartais avec la part visible de notre vie commune. La maison, une portion des comptes connus, une pension alimentaire calculée sur les revenus déclarés. Ce qu'il n'avait pas planifié, c'était que quelqu'un regarderait derrière la partie visible. Je suis sortie de ce mariage avec la maison, une compensation financière significative et quelque chose qu'aucun tribunal n'aurait pu m'accorder, mais que la procédure m'a donné quand même. La certitude que ce que j'avais vécu était réel, que mon sentiment que quelque chose ne correspondait pas était juste, que les 30 ans pendant lesquels on m'avait appris à douter de ma propre perception n'avaient pas réussi à effacer complètement ma capacité à voir clairement quand j'avais décidé de regarder. Édouard a quitté le mariage avec son cabinet, ses dettes et une réputation dans son milieu professionnel qui n'était plus ce qu'elle avait été quand les détails de la procédure avaient circulé de la façon dont ces choses circulent dans les milieux où tout le monde se connaît.
Sophie a pu recevoir l'aide dont elle avait besoin. Laurent a mis du temps à traiter ce qu'il avait appris sur son père, mais il est là. Nous parlons, nous continuons. Ce que je veux dire à la femme qui regarde cette vidéo et qui reconnaît quelque chose dans ce que je raconte. Pas nécessairement la dissimulation financière. Peut-être juste le sentiment que quelque chose ne correspond pas. Mais que chaque fois que vous essayez de le formuler, on vous explique pourquoi c'est vous qui vous trompez. Le sentiment d'être experte dans votre propre doute. Ce sentiment mérite d'être pris au sérieux. Vous n'avez pas besoin de preuves pour commencer à chercher. Vous avez besoin de décider que votre propre perception vaut la peine d'être vérifiée. Que votre inquiétude n'est pas de l'irrationalité à gérer, mais peut-être une information à examiner. Et si vous êtes dans un mariage où les finances sont gérées par l'autre et où vos questions rencontrent régulièrement des réponses techniques qui vous laissent plus confuses qu'avant d'avoir demandé, vous avez le droit de voir les documents, légalement, complètement, et sans avoir à vous excuser de demander. Prenez rendez-vous avec un avocat, pas pour divorcer, pour comprendre. La compréhension est toujours votre droit. Je suis sortie de 32 ans de mariage à 67 ans. Je vis seule dans la maison que nous avons construite et qui est la mienne. Et le matin, quand je regarde les relevés de mes comptes, qui sont maintenant uniquement les miens, je ne doute pas de ce que je vois. Je n'ai plus à apprendre à quelqu'un d'autre à me faire confiance. Je me fais confiance à moi-même. Ça a pris 67 ans et un divorce difficile. Mais ça, personne ne peut me le reprendre. Jacqueline termine sa lettre avec une phrase que je vais vous lire exactement comme elle l'a écrite. Elle dit « J'aurais voulu qu'une femme me dise plus tôt que faire confiance n'est pas la même chose que fermer les yeux. Alors je vous le dis maintenant, à vous toutes. J'entends ça, Jacqueline, et Sexal vous entend aussi. Si quelque chose dans cette histoire a résonné avec vous, dites-le-moi dans les commentaires. Pas parce qu'il faut avoir vécu exactement la même chose. Parce que je sais que la reconnaissance de ce qu'elle décrit, cette sensation que quelque chose ne correspond pas, qu'on apprend à ignorer, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent. Et vous méritez un endroit pour le dire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore là. Activez la cloche. Parce que les histoires qui arrivent ici méritent d'être entendues et je veux que vous ne manquiez aucune d'entre elles. À bientôt.